Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter pour le référencement, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et bon visionnage à tous. L'esprit mastiqueur et autres expériences paranormales. J'ai une attirance pour le paranormal et bien plus particulièrement pour les histoires de hantises nées d'expériences personnelles. J'ai eu plusieurs rencontres inexplicables qui se sont arrêtées à l'adolescence. Devant cette absence de reproduction du moindre phénomène passé cette période, ayant même été jusqu'à traquer les fantômes en Écosse, je suis passé d'une conviction totale au doute. Je suis d'ailleurs agnostique à ce jour. Ce que j'ai vu et entendu n'était pas le fruit de mon imagination, mais est-ce que mon cerveau d'adolescent perturbé pouvait le provoquer? Toujours est-il que même dans ce doute, j'ai gardé un amour profond pour les histoires de revenants. J'y vois au mieux la possibilité d'une vie après la mort, et dans l'hypothèse la moins séduisante, en tout cas beaucoup de poésie. Le premier événement est intervenu alors que j'étais tout petit, je devais avoir environ 4 ans, et je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis réveillé au beau milieu de la nuit avec un sentiment d'urgence, de certitude que quelque chose allait se passer. Et là un être est entré dans ma chambre. Il avait l'apparence d'un ermite, un vieil homme avec une barbiche, uniquement vêtu d'un pagne, avec à la main un instrument, un petit manche avec une boule au bout. Il a fait le tour de mon lit comme s'il ne marchait pas. Il avait une couleur vert transparent. Il a fait un signe simple avec son instrument au-dessus de mon front, comme s'il me tapait doucement avec, puis est reparti aussitôt. Je sais que je ne rêvais pas, tous les détails de ma chambre, éclairée par une veilleuse, étaient identiques à la réalité, alors qu'ils sont toujours déformés dans mes rêves. Je me suis précipité dans le lit de mes parents dans la chambre en face, avec le visage de cet homme qui s'imposait encore devant mes yeux. J'ai gardé de cette expérience une durable terreur nocturne, me contraignant à toujours laisser une lumière allumée la nuit si je me retrouve seul dans un logement, encore aujourd'hui. Ce fut toutefois ma seule expérience visuelle. Je précise que l'appartement dans lequel nous vivions était neuf, dans une copropriété bâtie dans la forêt de Lumigny à Marseille, au rez-de-chaussée. Les expériences suivantes eurent lieu un peu plus tard, après mes 10 ans, et eurent souvent pour théâtre cette chambre. Après cet âge, à de nombreuses reprises, et alors que j'étais le seul éveillé dans l'obscurité de ma chambre, où mon frère dormait également, j'entendais des bruits de déglutition ou de mastication, juste au-dessus de mon oreille. Inutile de vous dire que j'ai éliminé toutes les explications rationnelles. Ce n'était ni mon frère, ni le chat de la maison, ni de la tuyauterie. Il y avait quelqu'un, et c'était réellement juste au-dessus de moi, comme si quelqu'un était penché. Cela me terrifiait. Une nuit, alors que j'étais debout dans le salon à la suite d'une crise d'asthme avec ma mère qui me soutenait, nous fûmes rejoints par mon frère, blanc comme un linge, qui s'exprima ainsi: « Je ne sais pas ce qui se passe dans cette chambre. Il y a des bruits de salivation au-dessus de mon oreille. » Jamais je ne lui avais précisé ce phénomène. Nous ne nous étions pas concertés et c'était un phénomène assez singulier pour que nous n'ayons pas pu inventer la même chose chacun de notre côté. Expérience suivante. À l'âge de 12 ans, je suis allé dormir chez mon meilleur ami quelques jours, dans un appartement lambda du 8e arrondissement de Marseille. Je m'éveille seul au cœur de la nuit, et j'entends un bruit permanent, comme si quelqu'un trifouillait frénétiquement dans une corbeille à papier. J'ai réveillé mon ami sous le prétexte d'une toux et d'un besoin de médicaments, tant j'ai eu peur. Nous sommes allés nous recoucher. Dès qu'il s'est endormi, ça a recommencé. J'ai passé une très mauvaise nuit, expérience similaire l'année suivante, lors d'un voyage scolaire en Allemagne. J'étais dans une famille d'accueil avec un camarade. Je me réveille seul au cœur de la nuit, j'entends les ronflements de mon camarade, et parallèlement, un tout autre vacarme, comme si quelqu'un fouillait frénétiquement dans la chambre. Cela s'est reproduit toutes les nuits, j'ai dû dormir avec le son à fond avec mon casque de Walkman, le groupe Genesis dans les oreilles, pour ne rien entendre d'autre et ne pas avoir peur. Je ne sais pas si cela a une importance, mais il y avait un profond malaise dans notre famille d'accueil. Dès le 2e jour, le père de famille a dû être hospitalisé dans un état grave avec suspicion de cancer, et autant dire que son épouse n'était plus guère disponible pour nous, complètement perdu dans ses pensées et son inquiétude. Petit détail,
une image pieuse est tombée sur mon camarade en pleine nuit. Il s'agissait d'une demeure cossue de l'ouest de l'Allemagne, assez moderne. Concernant l'expérience du bruit de fouillis dans une corbeille à papier, il est intéressant de noter que récemment, mon frère m'a décrit exactement le même bruit, mais pour lui l'expérience était récente et lui est arrivée à l'âge adulte. Elle s'est produite chez mes parents, dans notre appartement d'enfance, alors qu'ils dormaient chez eux pour leur rendre visite. Je précise encore une fois que le bruit ne possédait pas plus de cause naturelle que chez mon ami. Pas d'animaux domestiques à ce moment-là, appartement neuf sans nuisible. Ma dernière expérience eut lieu à l'âge de 16 ans, et fut vécue conjointement avec mon frère. Nous logions à Saint-Rémy-de-Provence chez notre grand-père à l'occasion d'un jour de l'an. Nous étions seuls avec mon grand-père dans la maison, mes parents logeant à quelques kilomètres de là chez ma tante. La maison était neuve, mon grand-père venait de la faire construire pour se rapprocher de sa fille à la suite du décès de mon oncle, son fils cadet avec lequel il vivait jusqu'alors. Il a dû alors quitter Saint-Savournin pour se rapprocher de sa fille à Saint-Rémy, pour pallier à un manque d'autonomie qui devenait de plus en plus flagrant. La maison était neuve, mais construite presque à l'identique de celle de Saint-Savournin où il avait vécu avec mon oncle, ainsi que la chambre du défunt, avec le même mobilier qui avait été déménagé. Mon grand-père n'a pas vécu longtemps dans cette nouvelle demeure, il est devenu sénile la même année et a été placé. Ce jour de l'an donc, mon frère me réveille en pleine nuit, terrifié, des bruits partout dans la chambre. Ça grattait, ça marchait, de manière continue, un vacarme permanent, qui n'a toutefois pas réveillé mon grand-père. Nous avons craint la présence d'un rôdeur dehors, ce qui nous a paru encore plus terrifiant. Nous avons presque été soulagés en nous rendant compte que les bruits étaient bel et bien dans la chambre. Il valait mieux un fantôme qu'un rôdeur. Nous avons essayé de nous rendormir malgré le vacarme, puis avons été réveillés par un très grand coup dans la porte de notre chambre. Une nuit, je n'ai pu m'empêcher de penser à mon oncle. Nous avons appris qu'à quelques kilomètres de là, mes parents avaient eu aussi une très mauvaise nuit, dans la vieille maison rachetée par ma tante. Bruit de pas dans la chambre, notre chien terrifié qui a vomi, tout ceci relaté par ma mère. Mon père, athée convaincu, s'est contenté de dire « il y avait quelque chose d'inhabituel ». Après cette expérience, il ne m'est plus jamais rien arrivé de semblable. Je me suis parfois demandé, si telles ces jeunes filles hystériques, j'ai une certaine féminité en moi, qu'on retrouve sur les lieux des phénomènes de poltergeist, mon cerveau n'avait pas pu déclencher tout cela. Pour ne plus avoir cette sensibilité une fois l'adolescence passée. Mon ex-épouse qui est thaïlandaise me dit souvent qu'il y a moins de fantômes dans notre pays parce que les gens y croient moins que dans le sien, et ces entités se nourrissant de la croyance des gens. La nuit où elle est tombée enceinte, elle m'a réveillé dans un état de demi-sommeil en m'affirmant que quelqu'un était assis au bord du lit. Elle reste à ce jour convaincue que c'est l'esprit qui est venu investir l'enfant. Et quelque temps après, alors qu'elle ignorait que la grossesse était arrêtée et que l'enfant était mort dans son ventre, elle m'a de nouveau réveillé dans un état de demi-sommeil, m'affirmant qu'un petit garçon, très beau, était sur le banc du jardin et attendait sa mère. Pour elle, pas de doute, lorsqu'elle a appris la mort du fœtus, il s'agissait de l'esprit du bébé qui se manifestait. Voilà, je ne sais pas si ces faits vous intéresseront, mais à défaut d'être tout à fait spectaculaires, ils sont réels et inexplicables par des causes physiques. Jeannette, poupée hantée. En 2016, Mickey York, de Northampton, a acheté une poupée de 119 ans à une famille texane. La poupée, qui avait appartenu à une femme récemment décédée, effrayait tellement ses propriétaires qu'ils étaient prêts à tout pour s'en débarrasser, même à la donner gratuitement et à payer pour l'envoyer au Royaume-Uni. Mickey était ravi, mais il a rapidement déchanté. Elle n'est certainement pas la bienvenue dans ma famille. Depuis son arrivée, beaucoup de choses se sont passées. Elle a été filmée en train de cligner des yeux devant la caméra, même si elle n'a pas vraiment d'yeux. Des amis qui se trouvaient près d'elle ont dû s'en aller parce qu'ils commençaient à ressentir des douleurs thoraciques et à se sentir malades. Même moi, quand je travaille avec elle, je me sens mal. Elle n'est pas aimée, les gens la détestent. Je savais qu'il devait y avoir quelque chose de sérieux à son sujet parce que la famille ne voulait pas d'argent, elle a même payé pour l'envoyer au Royaume-Uni. Ils voulaient vraiment s'en débarrasser. Elle n'avait pas de nom quand je l'ai eue pour la première fois.
J'ai découvert qu'elle s'appelait Janet lors d'une séance avec la Spirit Box. Je lui ai demandé son nom, et l'esprit qui est attaché à elle m'a dit qu'elle s'appelait Janet. Pour contenter sa famille et ses amis, qui refusaient de le visiter depuis leur malheureuse expérience, Mickey a été obligé d'enfermer sa poupée dans son hangar. Je possède Janet depuis 2016, mais elle est généralement enfermée parce qu'elle inspire de mauvais sentiments aux gens quand ils sont près d'elle. J'ai décidé de la sortir juste pour voir ce qui se passerait. Je l'ai posée sur l'étagère de mon bureau, et régulièrement, je la retrouve sur le sol. Pourtant, elle ne peut pas tomber, c'est impossible. J'essaie de communiquer avec elle grâce à une Spirit Box pour savoir pourquoi elle saute constamment de l'étagère. La poupée lui dit parfois des grossièretés, mais il ne se laisse pas décourager. Je me suis lancé dans une enquête paranormale après en avoir entendu parler dans des émissions de télévision. Je voulais voir si c'était réel, alors je suis allé dans un cimetière et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai hâte d'avoir de nouvelles expériences avec Janet. Un téléspectateur invisible. Zénithien, chasseur de fantômes, partage souvent ses aventures sur Facebook sous le pseudonyme Yao Yao. La nuit du 29 septembre, il est allé visiter une maison abandonnée à Kaohsiung, une ville portuaire du sud-ouest de Taïwan, et il a diffusé ses pérégrinations en direct. La maison appartenait à la veuve d'un ancien militaire morte en 2016. Toutes ses affaires, ses meubles, ses bibelots, ses photographies, avaient été laissées sur place. Alors qu'il avançait dans la maison, Zénith a exprimé ses impressions à haute voix. Nous ne sommes jamais allés dans cette maison auparavant, donc nous en explorons une nouvelle pour nos 1000 spectateurs. Regardez, une tortue. Elle est en vie, tout a été abandonné. D'ailleurs, ça n'est pas terrible, mais que s'est-il passé ici? Il y a de l'encens et d'autres choses aussi, et pourquoi y a-t-il autant de bougies ici? C'est un endroit effrayant, ça sent vraiment le moisi là-dedans. À un certain moment, il a remarqué le dessin d'un homme, et il s'est arrêté pour le regarder. Merde, ce mec n'a pas de visage. Je ne peux pas voir le visage du gars sur l'image, il n'a pas de visage, désolé, monsieur, désolé. Zénith a ensuite repris sa visite, et il est arrivé au salon, où des objets semblaient avoir été brûlés. Waouh! Il y a eu un incendie ici? Je ne me sens pas très à l'aise. Quelque chose ne va pas dans cette pièce. Puis brusquement, alors qu'il filmait autour de lui, le poste de télévision s'est allumé tout seul. Merde! Pourquoi la télévision est allumée? Non, vraiment? Pourquoi la télé s'est allumée toute seule? Elle s'est allumée tout seul. Le téléviseur s'est ensuite éteint, et l'idée lui est venue d'essayer d'allumer la lumière pour voir si la maison était toujours alimentée en électricité. Comment peut-il y avoir de l'électricité dans un endroit comme ça? Il n'y a pas d'électricité. S'est-il exclamé après avoir appuyé sur différents interrupteurs. Il a ensuite regardé derrière le poste de télévision, et il a vu que le cordon électrique n'était même pas branché. Merde, la télé n'est même pas branchée. Cette télé, rien n'est branché derrière. Finalement, il a donné un coup à la télévision. Mais elle ne s'est pas rallumée et il s'est prudemment reculé. Il en a conclu que l'homme sans visage était responsable du phénomène, et qu'il l'avait probablement dérangé. Désolé, monsieur, désolé, vous regardez votre télévision. Je m'en vais. Profitez de votre télévision. Monsieur, je m'en vais maintenant. C'est bon, c'est tout pour aujourd'hui. Zénithien a déclaré que l'incident l'avait grandement traumatisé et qu'il lui avait laissé un œil rouge pendant plusieurs heures. Il a également avoué qu'après cette expérience, qu'il estime terrifiante, il était allé prier dans un temple local. Le retour du loup-garou de Hull. Vous vous souvenez peut-être du loup-garou de Hull, une créature dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, Holstinker, Chasse au loup-garou, Gemma et le loup-garou de Hull? Eh bien, elle semble toujours rôder dans l'est du Yorkshire. Elle aurait été vue en train de manger un chien avant d'être effrayée par des passants. Elle se serait alors enfuie, sautant par-dessus une clôture de 2,50 m de haut avec l'animal dans sa gueule. Lee a déclaré que récemment, une silhouette sombre d'environ 3 mètres de haut avait été observée alors qu'elle traversait la 18 près de l'aéroport de Humberside, d'abord par un couple âgé, puis par son ami Finchy.
Il pensait que c'était un fantôme au début. Il pouvait voir qu'il avait une forme humanoïde, mais il était plus sombre que la nuit et il a simplement traversé la route. Nous y sommes retournés le lendemain, et il y avait un trou au fond de la haie, donc quelque chose avait pu traverser à cet endroit. Peu de temps après, Finchy a découvert et photographié 2 pattes de cerf abandonnées au milieu de la même route. « Je pense juste que c'est un peu étrange », a déclaré Lee. La qualité de l'image n'est pas excellente car elle a été prise de l'intérieur de la voiture parce qu'il était un peu effrayé. Quand vous en parlez aux gens, ils disent que ce ne sont que des braconniers, mais pourquoi un braconnier s'arrêterait-il sur la 18 pour découper une carcasse de cerf? Lee a expliqué que ses opinions sur le surnaturel suscitaient souvent le scepticisme, mais que nombreuses personnes avaient été témoins de phénomènes inexpliqués et d'apparitions troublantes, et qu'il voulait les inciter à les partager. Un de mes camarades parlait de cette observation d'homme-chien, et Jacques s'est soudainement intéressé à la discussion. Normalement, il se moque ce genre de choses, il a dans les 70 ans, mais il lui a demandé de quoi il parlait, et il lui a dit « Eh bien, c'est ce que j'ai écrasé il y a des années ». Il a expliqué qu'un matin brumeux, alors qu'il se trouvait au volant de sa Mini, et il avait frappé quelque chose traversant la route, et que sa voiture avait tourné à 360 degrés. Il a vu un animal couché là, qui s'est brusquement redressé et retourné. Il avait des yeux jaunes et les pattes arrière d'un chien et puis, il a juste disparu d'un bond. Ce gars a gardé son expérience pour lui pendant 30 ans, donc il y en a forcément d'autres. Après avoir entendu l'histoire de Jacques, Lee et Finchy ont lancé un appel à leurs auditeurs, leur demandant de se présenter et de partager leurs expériences, anonymement si nécessaire, pour qu'ils puissent en discuter. Je m'attends à ce que les gens doutent, mais ça n'est pas du bluff. Nous avions l'habitude d'accepter ces choses dans le passé, avec la technologie et tout le reste, nous nous sommes éloignés du côté spirituel, mais les gens s'y heurtent de temps en temps. Ils ont le sentiment d'être regardés et des choses comme ça. Nous avons la capacité de croire ces choses, nous ne l'utilisons tout simplement pas. Mystère en plein vol. Le jeudi 31 octobre, soir d'Halloween, le vol 954 de la compagnie American Airlines a décollé de l'aéroport Ezeiza, à Buenos Aires, en Argentine, à 21h30, pour rejoindre New York, aux États-Unis. Quelques minutes plus tard, des passagers ont commencé à se plaindre de bruits étranges en provenance de la soute, comme si quelqu'un avait tapé sur la carlingue avec un objet lourd pour sortir de l'appareil. Affolés, ils ont prévenu les membres du personnel de bord, qui ont constaté les mêmes sons. Le pilote a immédiatement alerté la tour de contrôle en lui expliquant que des bruits avaient été entendus dans la soute, suffisamment pour laisser soupçonner quelque chose d'inhabituel. Il a fait demi-tour alors qu'il survolait la région de Cordoba et s'est posé sans encombre sur le tarmac de l'aéroport de Buenos Aires. Une fois à terre, l'avion a été inspecté par un groupe d'élite de la police de sécurité de l'aéroport et des chiens renifleurs. Une délégation de l'armée spécialisée dans les prises d'otages et les attaques terroristes a même été dépêchée sur place, mais personne n'a été retrouvé dans la soute. Les informations faisant état d'une personne dans la soute ne sont pas exactes, a déclaré American Airlines sur X. Le vol 954 est retourné à Buenos Aires en raison d'un bruit signalé dans la soute, mais après une recherche approfondie, il a été déterminé qu'il n'y avait aucun problème. Finalement, le vol a été annulé et la compagnie a procédé à une réaffectation des passagers, qui ont exprimé leur mécontentement face au manque d'informations claires sur l'incident et les retards qui en ont résulté. Ils ont déclaré avoir attendu plusieurs heures à l'intérieur de l'avion avant de recevoir des informations officielles sur la situation et les procédures qui allaient être mises en œuvre. L'incident n'a toujours pas été résolu, mais les autorités argentines ne le prennent pas à la légère. Depuis quelques semaines, les problèmes techniques, les annulations de vols et les retards sont si nombreux sur la ligne Buenos Aires-New York que la presse parle de « malédiction ». Alors véritable hantise ou incident troublant, l'avenir nous le dira. Les fantômes écossais de Guillermo del Toro. Au cours du mois d'août 2024, Guillermo del Toro, le célèbre réalisateur, a séjourné à Aberdeen, en Écosse, pour les besoins du tournage de son prochain film. Fidèle à ses habitudes, il a échangé des informations avec ses abonnés sur le réseau social X, partageant régulièrement des anecdotes et des photographies durant son séjour. Un message, daté du mardi 20 août,
a attiré l'attention de ses followers. Pendant mon séjour à Aberdeen, je loge dans un vieil hôtel du 19e siècle. Je suis dans la chambre la plus hantée de l'hôtel, qui a été libérée ce matin par l'une de nos productrices. D'étranges incidents électriques et physiques l'ont effrayée et l'ont poussée à partir au plus vite. Restez en ligne, si quelque chose se produit, je vous le signalerai. Le cinéaste, dont le goût pour l'étrange n'est plus à démontrer, espérait probablement observer une apparition spectrale ou un phénomène inexpliqué dans sa chambre. Je choisis toujours les chambres les plus hantées, a-t-il expliqué sur X, mais je n'ai expérimenté quelque chose de surnaturel qu'une seule fois. Le reste du temps, rien, j'ai de grands espoirs. Malheureusement, les esprits ont boudé leur illustre visiteur, qui a néanmoins avoué avoir ressenti un insupportable sentiment d'oppression alors qu'il se trouvait dans sa chambre. Mise à jour, je peux seulement dire. Rien ne s'est encore produit, mais l'atmosphère de la pièce est oppressante et je ne vais pas passer plus de temps ici, a-t-il partagé le jeudi 22 août. C'est peut-être une impression, mais pour le moment, elle ne me quitte pas. Je dors donc dans une autre chambre, j'ai besoin de 6 heures de sommeil pour avoir une bonne journée de tournage, je commence tôt et je m'arrête tard, mais quelque chose se trouve dans cette pièce avec moi. Si quelque chose se produit, ou pas, attendez-vous à une ou deux mises à jour supplémentaires. En début de soirée, il a posté un nouveau message, 18h28 Écosse. Fin de la journée de tournage. Je vais dans la chambre maintenant dîner à 20h, si quelque chose se passe, je vous tiendrai au courant. La chambre renferme plus que des vibrations, il y a quelque chose de colérique et de territorial là-dedans, une once de rage, chambre numéro 4. Une heure plus tard, il a partagé une étrange photographie montrant son reflet et une présence brumeuse dans un miroir. Dans le miroir de la chambre 4, a-t-il simplement écrit en guise de légende. Troublé, il a alors tenté d'enregistrer d'éventuelles voix inaudibles à l'oreille humaine en utilisant son téléphone, un procédé prisé des chasseurs de fantômes. Le résultat de cette expérience n'a pas été communiqué. Le nom de l'hôtel où a séjourné Guillermo del Toro reste un mystère, mais certains journaux soupçonnent le Hall Hotel, l'un des endroits les plus hantés d'Aberdeen. Construit vers 1850, l'établissement serait hanté par au moins 3 fantômes, James Hoxton, l'un des anciens propriétaires, sa femme et sa maîtresse. James se matérialise généralement près de la cheminée de la salle à manger, sa maîtresse erre dans les escaliers principaux et sa femme déambule de pièce en pièce. D'après la rumeur, elle chercherait à se venger de son mari infidèle et de sa maîtresse. Surprenante silhouette dans une cour. À Queensland, en Australie, Lael Robertson, 51 ans, se trouvait à son domicile quand ses chiens se sont mis à aboyer furieusement. Intriguée, elle a vérifié ses caméras de sécurité, et elle a remarqué d'étranges silhouettes humanoïdes dans sa cour, à quelques mètres de son porche. Quand elle était enfant, sa grand-mère lui racontait souvent que des soldats avaient massacré des aborigènes près de chez elle dans les années 1800. Elle en a conclu que la propriété était probablement hantée par le fantôme d'un soldat, et par quelque chose d'autre. L'homme ressemble à un soldat avec ses bottes, a-t-elle expliqué, ses jambes sont très claires et transparentes. Dans les années 1800, il y a eu un massacre ici, des soldats sont venus et ont tué des aborigènes, je pense que ça pourrait être l'un d'entre eux. Généralement, mes chiens me préviennent généralement quelque chose rôde dans la cour. Ils sont devenus fous, alors je suis allé vérifier les images. Lael, qui s'est installée dans la vieille maison en 2020, affirme que l'activité paranormale a commencé par des bruits de coups sur leurs fenêtres et des photos tombant de leurs murs 2 ans après leur arrivée. J'ai essayé de parler de ce qui se passait ici à des amateurs du paranormal pendant environ 1 an, mais personne ne m'a cru. Quand j'ai vu la photographie, je me suis dit « Oh mon Dieu, quelle image incroyable !» J'ai l'impression d'avoir trouvé une preuve maintenant. Je ne sais pas pourquoi nous avons eu une photo et pas une vidéo. Peut-être parce que c'est une caméra à détecteur de mouvement, il m'a fallu un certain temps pour m'habituer à ce genre de choses. La première année, j'ai eu très peur de l'activité paranormale, mais maintenant, je l'adore. Elle a posté la photographie du présumé fantôme et de la silhouette sombre sur Facebook, et sa publication a provoqué une multitude de réactions et de commentaires. C'est incroyable ce que la pleine lune fait ressortir dans votre jardin, a-t-elle écrit. Sur cette photo,
Vous pouvez voir la moitié d'un soldat spirituel avec ses bottes et une entité sombre contre le mur de la buanderie. Il y a certainement deux esprits, car leurs silhouettes ne correspondent pas. C'est quelque chose de paranormal, a commenté un utilisateur, meilleure preuve que j'ai vue sur cette page, a rajouté un autre. Waouh, c'est tellement incroyable que vous ayez pris cette preuve du paranormal, s'est étonné un troisième. La comparaison entre la silhouette et la hauteur du porche est tellement insensée. Tellement peu naturelle et déformée, cela m'a donné un gros sentiment de malaise, a avoué un quatrième. J'ai ressenti un très mauvais sentiment juste en regardant la photo, mais je pense que votre caméra a bugué parce que les chiens suivent la silhouette, a souligné un sceptique. Laëlle, qui est habituée aux remarques, ne s'en est pas offensée. Mes chiens sont très conscients de la présence des esprits dans la maison, a-t-elle simplement répondu. Le fantôme de Sue Howard Hardy. Sue Howard Hardy, de Charleston en Caroline du Sud, aux États-Unis, a mis au monde un enfant mort-né en 1888. 6 jours plus tard, elle l'a suivi dans la tombe. Des rapports indiquent qu'elle est décédée suite à des complications liées à l'accouchement. En 1987, un photographe amateur, Harry Reynolds, a pris une photo du cimetière de l'église Saint-Philippe, construite en 1680. Il a regardé l'image, et il a remarqué une silhouette féminine translucide penchée sur la tombe du bébé de Sue Hardy et de son mari, Gaston. Intrigué, il a confié le cliché et le négatif à Kodak, qui les a examinés sans parvenir à expliquer la silhouette, ni à la réfuter. Les chasseurs de fantômes qui font visiter les lieux hantés de Charleston s'arrêtent souvent devant les portes du cimetière de Saint-Philippe. Ils racontent l'histoire de Sue Howard Hardy, et ils offrent une copie de la photographie d'Harry Reynolds aux visiteurs en les mettant en garde. De nombreuses femmes enceintes auraient eu des problèmes après l'avoir manipulée, principalement des sensations d'étouffement et des douleurs au ventre. En 2022, lors d'une visite guidée, Cassie Alexilan a photographié le cimetière, et elle a découvert la silhouette d'une dame en costume du 19e siècle marchant entre les tombes, la tête baissée. J'ai pris cette photo alors que notre guide nous parlait d'une femme nommée Sue Howard Hardy, a-t-elle expliqué. Si vous recherchez son nom sur Google, il y a une photo d'elle qui date des années 80, et elle semble porter une robe blanche comme celle-ci. Cassie a posté sa photo sur Facebook, soulevant l'enthousiasme de ses abonnés. Waouh! Ça m'a donné des frissons, a écrit l'un d'eux. Oh mon Dieu, a réagi un autre, la dame éclaire le jour.